Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser au taux d'actualisation des projets d'investissement ESG. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Posons la problématique. Pour être mis en œuvre, un projet ESG a besoin de 3 types de capitaux: financier, social et environnemental. Chacun de ces capitaux investit des ressources dans le projet. Le capital financier, représenté par les investisseurs privés, investit des capitaux propres ou des prêts. Les investisseurs publics, à cheval entre le capital financier et le capital social, investissent des prêts et des subventions. La population active investit du travail. Et le capital environnemental investit entre guillemets des ressources naturelles. En compensation, les détenteurs de ces capitaux attendent un retour. Les investisseurs privés attendent des flux de trésorerie, les investisseurs publics attendent une amélioration du bien-être social, le projet doit servir l'intérêt général, les personnes actives attendent un restant à vivre, et l'environnement, si l'on peut le personnifier, attend une diminution de la pollution. Tous ces retours sont traduits en flux monétaires ou en flux monétarisés. Le problème est que ces flux sont échelonnés dans le temps et qu'ils doivent donc être actualisés à un certain taux pour pouvoir comparer les investissements d'aujourd'hui avec les bénéfices de demain. En d'autres termes, le choix du taux d'actualisation permet de déterminer si un projet crée de la valeur ou en détruit. Si le projet crée de la valeur pour chacun des capitaux, alors les intérêts des détenteurs de capitaux sont alignés et le projet peut être entrepris. L'objet de ce chapitre est d'explorer certaines méthodes visant à déterminer le taux attendu par chacun des détenteurs de capital. Ce chapitre n'est qu'une introduction qui vise à donner des premiers points de repère sur ce sujet qui est très vaste. Donc, nous verrons d'abord le taux d'actualisation financier, puis le taux d'actualisation sociale dans le cadre de l'économie du bien-être, enfin le taux d'actualisation environnementale ainsi que des analyses de sensibilité. Commençons par le taux d'actualisation financier. En finance, le taux d'actualisation est fixé pour compenser un niveau de risque. Les financiers utilisent une échelle de risque, le bêta, calée sur 2 références, à savoir les obligations d'État qui correspondent à un niveau de risque nul, bêta égale 0, et la moyenne du marché qui correspond à un niveau égal à 1, bêta égale à 1. Voyons quelques exemples en Europe à début 2026. Dans la catégorie de risque faible, on trouve par exemple les secteurs du tabac et les distributeurs d'eau, de gaz et d'électricité. En effet, les consommations de tabac, d'eau, gaz et électricité suivent des tendances relativement prévisibles sur le long terme. En effet, il est difficile de s'arrêter de consommer du tabac ou de l'eau, du gaz et de l'électricité, même en période de crise. En conséquence, le niveau de rémunération attendu par les investisseurs dans ces secteurs sont faibles. Dans la catégorie de risque moyen, on retrouve la majorité des secteurs, environ 60%, selon les statistiques publiées par Damodaran. Par exemple, l'agriculture, l'immobilier, les télécoms, l'énergie et la chimie. Dans la catégorie de risque élevé, on trouve des valeurs cycliques qui sont sensibles à la conjoncture économique. Par exemple, le BTP a un bêta de 1,5. Enfin, dans la catégorie de risque très élevé, on trouve les valeurs technologiques qui évoluent très vite et qui peuvent être rapidement supplantées par une nouvelle technologie disruptive. Par exemple, le secteur des équipements pour semi-conducteurs a un bêta de 1,7. Malgré une certaine dispersion entre les secteurs, on peut constater que le taux d'actualisation financier, ou WACC, est globalement une droite affine, fonction du niveau de risque bêta. Mais comment calculer le niveau de risque bêta? En 2 mots, les investisseurs évaluent le plan d'affaires
de l'entreprise ou du projet et jauge sa vraisemblance en étudiant sa sensibilité au contexte macroéconomique et financier. La sensibilité est le paramètre bêta. Voyons ici les principaux paramètres. Vous trouverez le détail de la méthode numérique dans le chapitre de mon livre consacré à la droite de marché. Les critères d'évaluation du risque portent d'abord sur la visibilité offerte aux investisseurs. Quelle est la crédibilité des porteurs du projet? Quelle est leur connaissance du secteur ou de la concurrence? Quelle est la qualité de leur gestion? Les perspectives de croissance sont, quant à elles, à double tranchant. Elles promettent certes des bénéfices futurs élevés, mais à un horizon de temps lointain. De nombreux événements imprévus pourraient survenir, comme l'apparition d'un nouveau concurrent. La croissance est donc aussi un facteur de risque. Dans un second temps, les investisseurs vont chercher à évaluer la sensibilité des résultats de l'entreprise à l'évolution du contexte macroéconomique et financier. En effet, une crise financière comme celle de 2008 ou l'inflation en 2022 n'ont épargné aucune entreprise, mais à des degrés différents en fonction des secteurs, mais aussi en fonction des choix de chaque entreprise, par exemple en matière de structure de coûts. En effet, une entreprise ayant des coûts fixes élevés aura plus de mal à ajuster ses dépenses et à traverser les crises. Les paramètres essentiels qui caractérisent la conjoncture économique et financière sont le taux sans risque des obligations d'État, noté RF, et la prime de marché, RM-RF, où RM est la rentabilité globale du marché. En synthèse, le paramètre bêta peut être vu comme un curseur qui permet à l'investisseur de positionner le risque de l'entreprise par rapport aux autres actifs du marché. Le taux d'actualisation s'écrit comme une équation de droite, RF plus bêta fois la prime de marché, c'est la formule du MEDAF, le MEDAF étant le modèle d'évaluation des actifs financiers. Passons au taux d'actualisation sociale. Cette problématique est au cœur de l'évaluation des politiques publiques et s'appuie sur un pan de l'économie appelé économie du bien-être. L'économie du bien-être consiste à évaluer l'utilité sociale de la consommation de biens et de services. Les économistes utilisent une fonction d'utilité qui convertit un niveau de consommation, CT, en une utilité, U de CT. CT peut représenter la consommation d'un bien en particulier ou la consommation d'un panier de biens, soit à l'échelle d'une catégorie sociale ou d'un pays entier. La fonction d'utilité a une forme concave. Dans une première phase, la croissance de la consommation se traduit par une augmentation rapide de l'utilité sociale, puis dans une seconde phase, l'utilité sociale ne progresse quasiment plus, malgré la croissance de la consommation. Un maximum de l'utilité est alors atteint, puis vient une troisième phase où toute consommation supplémentaire devient néfaste et l'utilité décroît. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Boire un premier verre d'eau quand on a soif apporte une grande satisfaction. Boire un deuxième verre d'eau apporte un supplément de satisfaction, mais moindre. Puis vient le moment où l'on est rassasié. Et enfin, dans une dernière phase, boire un verre d'eau supplémentaire provoque un inconfort. Les économistes vont évaluer une politique publique en mettant en regard l'investissement financier nécessaire avec l'utilité générée pour les années à venir. Ils ont donc besoin d'actualiser les utilités futures. Le facteur d'actualisation pour l'année T peut être vu comme le coût d'attente pour la génération actuelle d'une consommation future qui aura lieu l'année T. Par exemple, bénéficier d'une réduction d'impôt aujourd'hui ou dans un an n'a pas la même utilité pour le contribuable. Le facteur d'actualisation se formalise généralement par un facteur exponentiel moins delta t, où le paramètre delta exprime la prépondérance du court terme sur le long terme. Au final, le bien-être social, noté W, se calcule avec cette formule-ci. Considérons maintenant un projet d'utilité sociale B. Ce projet va permettre une consommation supplémentaire BT l'année T. Les économistes vont évaluer l'amélioration du bien-être delta W apportée par le projet B.
Sous certaines hypothèses de modélisation de la fonction d'utilité U, on peut démontrer que l'amélioration du bien-être peut s'écrire sous cette forme-ci, c'est-à-dire un facteur qui reflète la consommation initiale multiplié par les consommations futures liées au projet B, actualisées avec ce facteur-ci. Cette formule donc reprend un taux d'actualisation delta plus gamma GT, qui s'appelle la formule de Ramsey. Donc delta a déjà été présenté. GT, c'est la croissance économique par habitant de la zone géographique ou de la catégorie sociale considérée. Et le gamma, c'est un facteur de saturation du besoin qui est lié à la courbure de la fonction d'utilité. La Banque mondiale soutient 12 000 projets à l'échelle mondiale dans le but de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir un développement inclusif, résilient aux chocs et durable, en garantissant notamment une énergie abordable. En cohérence avec ces objectifs, la Banque mondiale explique dans un rapport comment elle choisit la valeur des paramètres du taux d'actualisation. Tout d'abord, la Banque mondiale explique que le taux d'actualisation correspond au point de vue de la génération actuelle vis-à-vis des bénéfices futurs. La Banque mondiale renverse ce point de vue en choisissant delta égale 0, ce qui permet de mettre la génération actuelle et les générations futures sur un pied d'égalité. Une même consommation a la même utilité pour une génération future que pour la génération actuelle. Enfin, la Banque mondiale vise les populations qui ont une consommation initiale faible, C0 faible, de façon à maximiser le facteur C0 exposant moins gamma, et donc l'augmentation du bien-être delta W. Prenons l'exemple d'un projet d'installation de panneaux solaires au Pakistan. Il s'agit de comparer les coûts et bénéfices de deux scénarios, un scénario business as usual, où la production électrique continue d'être assurée par des centrales thermiques, et un scénario d'investissement dans une ferme solaire, avec une substitution partielle à la production thermique. Les bénéfices du projet pour les habitants du pays proviennent de la différence de coût entre la production photovoltaïque, qui est quasiment gratuite une fois les panneaux installés, et la production thermique, qui, elle, est proportionnelle à la consommation électrique. Le taux d'actualisation, compte tenu de la croissance par habitant du pays, est estimé à 6% par la Banque mondiale. Sur la durée du projet, 20 ans, la Banque mondiale calcule que le projet crée une valeur sociale de 26,5 millions de dollars, voire près du double, si l'on tient compte des émissions de CO2 évitées. Qu'en est-il maintenant du taux d'actualisation environnementale? Concernant le capital naturel, la question qui se pose en premier lieu est la légitimité à monétariser les ressources naturelles. En d'autres termes, la nature a-t-elle un prix? Bien sûr, tous les avis sont possibles. Les partisans d'une durabilité forte considèrent que la question n'a pas de sens dans la mesure où la nature ne peut être réduite à une marchandise. À l'opposé, les partisans d'une durabilité faible considèrent que les capitals naturels et financiers sont interchangeables. Entre les deux points de vue, les politiques publiques adoptent une position pragmatique consistant à utiliser des mécanismes de marché pour préserver le capital naturel. La nature n'a pas un prix en soi, mais la monétarisation est un moyen efficace pour influer les activités économiques, par exemple via les marchés d'échange de quotas d'émissions de carbone. Si l'on accepte de monétariser le capital naturel, reste la question de l'évaluation, que nous développerons dans le prochain chapitre, puis de la question de l'actualisation. Le choix du taux d'actualisation a un fort impact sur la valeur actuelle d'un bénéfice futur. C'est d'autant plus vrai pour les projets environnementaux qui s'inscrivent sur le long, voire le très long terme. En effet, les bénéfices environnementaux peuvent potentiellement se matérialiser dans une ou plusieurs générations, si bien qu'un taux d'actualisation trop élevé vient les diminuer drastiquement face aux investissements réalisés aujourd'hui.
Dans son rapport de 2006 sur le coût de l'inaction climatique, Nicolas Stern a utilisé un taux d'actualisation de 1,4%. Ce taux a semblé particulièrement faible aux yeux d'autres économistes comme William Nordhaus, qui préconise une valeur d'environ 6%. D'autres économistes proposent un taux intermédiaire, par exemple Christian Gaulier, économiste belge anciennement directeur général de la Toulouse School of Economics, avec un taux de 3,6%. Selon le taux utilisé, un bénéfice environnemental de 1 000 euros qui se matérialiserait dans 90 ans, soit dans 3 générations, ne vaut que 5 euros avec un taux de 6%, alors qu'il est de l'ordre de 300 euros avec un taux de 1,4%. Les décisions d'investissement à prendre aujourd'hui sont donc complètement différentes selon le taux d'actualisation choisi. Les enjeux autour du taux d'actualisation motivent la poursuite de travaux de recherche, notamment pour tenir compte des spécificités du projet dans le taux d'actualisation, comme on peut le voir avec la formule publiée en 2021 par France Stratégie. Les travaux théoriques ont beaucoup progressé et convergeront peut-être vers un consensus entre économistes. Mais même dans ce cas, il est vraisemblable que des divergences persisteraient sur les valeurs à donner aux paramètres. En effet, dans une perspective à très long terme, il n'est sans doute pas pertinent d'estimer ces paramètres sur la base de situations actuelles ou passées, au prétexte que ce sont les seuls mesurables. En effet, si la finalité de la politique publique est de préparer une société de demain que l'on souhaite différente de celle d'aujourd'hui, le choix d'une partie des paramètres relève nécessairement d'un point de vue subjectif ou éthique. Pour trouver une issue pragmatique au sujet du taux d'actualisation, il est recommandé de procéder à des analyses de sensibilité. Comme le dit Jean-Marc Jancovici, la valeur choisie pour ce taux d'actualisation ne peut être définie par une loi rigoureuse. Pour déterminer si un projet d'investissement est pertinent ou non, il est recommandé de calculer sa valeur pour un intervalle de taux d'actualisation centré autour d'une valeur qui paraît raisonnable. Dans un article sur le coût de l'électricité, Jean-Marc Jancovici calcule le prix de revient de plusieurs sources d'énergie pilotables sur un large intervalle de taux d'actualisation allant de 0 à 20%, dans un objectif de pédagogie et de sensibilisation sur le choix de ce taux d'actualisation. Jean-Marc Jancovici plaide pour l'utilisation de taux d'actualisation peu élevés pour les projets s'inscrivant sur le long terme, ce qui est cohérent avec l'approche que l'on a vue précédemment. En conclusion, le taux d'actualisation a un fort impact sur la valeur calculée. Sa détermination dépend de l'approche. Pour les financiers, il s'agit de refléter le risque non diversifiable du projet. Dans le cadre de l'économie du bien-être, le taux va dépendre du contexte économique, c'est-à-dire de la croissance et de la sensibilité du projet aux aléas. Pour un projet environnemental, on va utiliser le même cadre théorique de l'économie du bien-être, mais en considérant une échelle de temps potentiellement très longue. La détermination du taux n'est pas aisée et elle repose sur des choix de société. Il est indispensable de faire des analyses de sensibilité et d'établir des fourchettes de valeur au projet.